Il y a des nuits qui finissent en souvenirs, et il y a des nuits qui finissent en preuves. Cette histoire commence dans une station de montagne, un soir de Nouvel An. Une de ces stations où l'air sent la neige et le bois brûlé des cheminées, où les vitrines brillent, où l'on a l'impression que tout est léger. Les rues sont pleines de pas pressés, de rires, de vêtements d'hiver ouverts trop tôt parce que l'euphorie réchauffe plus vite que le froid. Dans cette station fictive qu'on appellera Valmorel, la fête a une adresse. Un établissement très connu, à 2 pas d'immeubles d'habitation, au cœur du centre. Les jeunes s'y donnent rendez-vous, les saisonniers y terminent leur journée, les touristes y cherchent le vrai réveillon. À l'intérieur, la musique est dense, presque physique. Les lumières balayent les visages, les verres s'entrechoquent et les corps se déplacent comme une seule vague, de la piste au bar, du bar à l'escalier, de l'escalier à un niveau inférieur où l'on se sent plus proche de la musique, plus proche des autres, plus proche de ce vertige propre aux nuits de fête. Parmi eux, il y a Élise, 20 ans. Elle est venue avec son amie Inès pour passer quelques jours à la montagne. Elles ont skié l'après-midi, elles ont ri comme si l'année avait été trop longue, et ce soir, elles veulent la terminer correctement, simplement. Élise n'est pas du genre à s'encanailler, mais elle a dit oui à ce réveillon parce qu'elle se sent en sécurité. Ici, tout le monde se connaît un peu, ou fait semblant. Ici, on se dit que rien de grave ne peut arriver. Plus loin, il y a Tom, 19 ans. La peau encore marquée par le froid de dehors et l'esprit allumé par cette certitude de jeunesse. Ça va aller. Tom est venu avec plusieurs amis. Il change de groupe, il répond à des messages, il rit sans raison. Il s'imagine déjà demain, les stories, le brunch tardif, la neige qui craque sous les pas. Et juste à l'extérieur, dans un bar voisin, il y a Matteo, saisonnier. Il travaille ce soir-là. Il sert, il essuie, il encaisse, il entend la station vivre à plein régime. Pour lui, c'est une nuit comme les autres, un peu plus bruyante, un peu plus longue. Une nuit où l'on tient jusqu'au bout, où l'on se dit « encore une », puis « encore 2 », puis « on y est presque ». À 1 heure passée, l'année a déjà basculé. Le compte à rebours est derrière eux. La fête n'est plus dans l'explosion, elle est dans la continuité. La musique, la sueur, les rires, les mouvements de foule habituels. Ce genre de foule qu'on accepte, qu'on traverse, qu'on banalise. Et c'est exactement pour ça que personne ne comprend tout de suite. Quelqu'un filme une scène ordinaire, une vidéo comme on en fait des centaines, des silhouettes, des verres levés, des flashs de lumière. Sur l'image, on distingue à peine le plafond, rien d'inquiétant. Puis, dans un coin du cadre, une étincelle. Au début, c'est presque ridicule, un point lumineux, une flamme qui hésite, un instant si petit qu'on pourrait croire à un effet, une décoration, une mise en scène de fête. Mais la fumée n'est pas un effet. La fumée a une odeur qui s'impose, elle griffe la gorge, elle pique les yeux, et surtout, elle n'a pas la patience de l'hésitation. Elle gagne, elle s'étale, elle envahit. Élise lève les yeux parce que tout le monde lève les yeux. Les conversations se cassent en morceaux. Les sourires se figent. Une seconde, on se demande « c'est quoi ?» La seconde suivante, quelqu'un crie « il y a le feu !» Et à partir de là, la fête cesse d'exister. Le feu se propage à une vitesse presque irréelle, comme s'il connaissait déjà le chemin, comme si l'air lui-même était devenu un carburant. Une langue de flamme court au plafond, puis soudain, c'est tout un pan de la pièce qui s'embrase en une fraction de seconde. On entend des chaises racler le sol, des verres tomber, des gens appeler quelqu'un par son prénom, des gens qui se poussent pour passer, puis qui ne passent pas. La foule se dirige vers la sortie la plus évidente, celle par laquelle elle est entrée. C'est un réflexe humain, simple, puissant, retourner vers ce qu'on connaît. Mais ce réflexe devient un piège quand il n'y a pas assez d'espace. Le couloir se remplit, l'escalier se charge, les corps se compressent. Et dans ce moment précis, la panique ne ressemble pas à une hystérie de cinéma. Elle ressemble à une foule qui n'a plus de place pour respirer. Tom se retrouve poussé vers l'escalier. Il veut rejoindre ses amis, mais il ne les voit plus. La fumée mange les repères. Les lumières de fête, qui semblaient magiques 10 minutes plus tôt, deviennent des flashs absurdes dans une scène qui n'a plus rien d'une fête. Élise serre la main d'Inès jusqu'à lui faire mal. Elles avancent. Elles reculent. Elles sont aspirées par un mouvement collectif qui ne leur appartient plus. Et pendant que la salle s'étouffe, à l'extérieur, quelque chose change dans le son de la nuit. Matteo entend d'abord un bruit étrange. Pas un cri isolé, mais un grondement.
comme un mur de voix qui se précipite. Il sort du bar et il voit une silhouette surgir, courant sans direction, les vêtements abîmés, le visage noirci, puis une autre. Et là, Matteo comprend. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une alerte banale, ce n'est pas une petite fumée, c'est une catastrophe. À quelques mètres de là, un garçon de 13 ans marche avec des amis plus âgés. On l'appellera Noah. Noah n'est pas censé être là si tard, mais c'est une nuit particulière. Une de ces nuits où les règles se desserrent, où l'on se dit que ce n'est qu'une fois, où l'on pense qu'être dans un endroit rempli de monde, au centre, est plus sûr que traîner dehors. Noah entend la rumeur, voit le mouvement de foule et aperçoit la fumée noire qui sort. Quelqu'un crie le nom de l'établissement. Quelqu'un d'autre crie « Sortez! Sortez !» Noah ne réfléchit pas longtemps. En réalité, il ne réfléchit presque pas. Plus tard, il expliquera que sa conscience n'aurait pas accepté qu'il soit là, devant, à regarder, sans agir. À 13 ans, cette phrase peut sembler immense. Pourtant, dans les crises, certains réflexes sont plus simples que tous les calculs. Aider, parce qu'on ne supporte pas de ne rien faire. Noah court vers les fenêtres. Il tape. Il cherche un angle. Il essaie de casser, mais le verre résiste. À côté de lui, un autre jeune donne des coups, sans succès. Alors Noah force les ouvertures, trouve des prises, parvient à ouvrir 2 fenêtres. Et là, il fait le geste que beaucoup d'adultes n'auraient pas fait. Il entre. L'air à l'intérieur est épais. La fumée est un mur. On distingue des silhouettes entassées, bloquées, incapables de reculer, incapables d'avancer. Le feu n'est pas forcément en face, mais il est partout dans la sensation. La chaleur, l'odeur, l'urgence. Noah attrape le premier bras qu'il trouve. Il tire encore. Il tire jusqu'à sentir le poids d'un corps qui cède, qui passe, qui bascule vers l'extérieur. Une personne, puis une deuxième, puis une troisième. Il ne sait pas qui il sort. Il ne voit pas leur visage clairement. Il ne le peut pas. Ce qu'il voit, ce sont des états, des personnes vivantes, d'autres inertes, d'autres encore qui bougent à peine. Il n'a pas le temps de trier, le temps de comprendre. Il y a juste un impératif. Faire sortir. Dehors, ceux qui l'évacuent s'éloignent d'eux-mêmes, comme des ombres qui fuient un brasier invisible. Certains traversent vers l'autre trottoir, d'autres tombent à genoux, d'autres crient sans mots. À ce moment-là, les secours arrivent, vite, très vite. Mais il y a une différence entre arriver vite et rattraper un feu qui court. On entend les sirènes, on voit les lumières bleues se refléter sur la neige. La police commence à repousser la foule, à créer un périmètre, à évacuer ceux qui sont trop proches. Les pompiers se mettent en position. Les premières prises en charge se multiplient. À l'intérieur, Tom cherche une issue. L'escalier est saturé, les portes semblent loin. Les mouvements de foule écrasent tout. Il comprend que rester là, c'est perdre. Et dans la fumée, il aperçoit une lueur. Une lumière froide. Une fenêtre peut-être. Tom rampe, tousse, sent son cœur cogner plus fort que la musique de tout à l'heure. Il arrive devant une vitre. La vitre ne s'ouvre pas. Il hésite. Pas longtemps. Mais assez pour que sa vie se joue. Alors il frappe. 1 fois, 2 fois. Le verre finit par céder. L'air glacé entre comme une gifle. Et Tom tombe dehors, à moitié aveuglé, à moitié vivant. Il croit entendre quelqu'un crier le prénom d'Inès. Il se redresse. Il ne voit pas Élise. Il ne voit personne de ceux qu'il cherche. Autour, c'est le chaos. Des gens courent, des gens appellent, des gens portent d'autres gens. Matteo, le saisonnier, voit passer des silhouettes brûlées, des vêtements troués, des peaux rouges, des regards perdus. Il n'oubliera jamais cette vision-là. La guerre dans une rue de station chic, l'enfer au pied des boutiques éclairées. Le feu, lui, continue son travail, rapide, brutal. Un feu qui ne laisse pas le temps au cerveau de s'ajuster. Plus tard, certains diront 1 minute, d'autres diront 2. Dans ces moments-là, le temps n'a plus de forme. Il n'est qu'une intensité. Quand la situation se stabilise, Valmoren n'est plus une station. C'est un poste médical à ciel ouvert, une zone bouclée, une nuit qui s'est retournée sur elle-même. Les blessés sont pris en charge, dispersés. Des ambulances partent. Des hélicoptères tournent. Les cas les plus graves sont envoyés vers des services spécialisés. On ouvre des cellules d'écoute, des points d'accueil, des lieux de regroupement pour ceux qui cherchent un proche, un ami, un enfant.
Et le matin arrive, comme une insulte. Un matin clair, blanc, normal. Sur les téléphones, les messages se multiplient. « Tu es où ?» Répond. « On te cherche. Dis-moi que tu vas bien. » Dans un couloir d'hôpital, un père qu'on appellera Julien tient son téléphone comme on tiendrait une bouée. Son fils est vivant, lui a-t-on dit, mais brûlé. Les détails tombent comme des pierres, le front, le dos, les mains. Julien écoute et son visage se ferme parce que vivant ne signifie pas sauvé. Pendant ce temps, Noah, 13 ans, rentre dans un silence qu'il ne connaît pas. Il a agi, il a sauvé, et puis d'un coup il n'a plus rien à faire. Alors tout revient, la fumée, les corps entassés, les cris, l'odeur. Il dormira peu. Il pleurera beaucoup une nuit, puis il se sentira vide, comme si les émotions avaient déserté pour le protéger. On prendra rendez-vous pour lui, parce qu'on ne traverse pas l'enfer sans trace. Et dans les jours qui suivent, une autre foule apparaît, la foule numérique. On commente, on accuse, on juge. Certains critiquent les jeunes, disent qu'ils filment trop, qu'ils n'auraient pas dû être là, qu'ils sont irresponsables, qu'ils ne comprennent rien au danger. D'autres rappellent que ce sont justement ces images, parfois, qui aident les enquêteurs à comprendre. Et d'autres encore, surtout, se taisent, parce qu'ils n'ont pas le droit moral de parler à la place de ceux qui ont respiré la fumée. Noah, lui, n'a pas de colère. Il dit qu'il n'écoute pas trop. Il dit aussi que ceux qui ont filmé, peut-être, ne se rendaient pas compte, que tout est allé trop vite, que dans ces moments-là, le cerveau s'accroche à n'importe quoi. Un écran, un réflexe, une habitude. Puis l'enquête commence vraiment. Elle est lente, méthodique, froide, et elle doit l'être. On cherche l'origine de l'incendie. On étudie les matériaux, la propagation, l'aération, la configuration des lieux. On interroge des témoins, on visionne des vidéos, on analyse les traces. On parle de soirées où certains rituels de fête existent, des décorations étincelantes, des effets visuels, des bouteilles célébrées comme des trophées. On ne conclut pas trop vite, on ne désigne pas trop vite, on vérifie, on établit, et surtout on pose la question essentielle. Comment un lieu de fête a-t-il pu se transformer en quelques secondes en piège? La station, elle, se met en deuil. Les bars ferment. Des événements sont annulés. Le bruit baisse. Les rues s'éteignent plus tôt. Des fleurs s'accumulent près du bâtiment bouclé. Des bougies apparaissent sur la neige. Des lettres sont glissées entre les bouquets. Noah revient devant les fleurs. Il reste là 10 minutes, figé. Il dépose quelques mots, puis il recule, incapable de faire plus. Il découvrira plus tard un détail cruel. Désormais, une simple odeur de brûlé suffit à le ramener à cette nuit-là. Tom, lui, survit avec une question qui tourne en boucle. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je trouvé une fenêtre? Pourquoi pas Élise? Pourquoi pas Inès? Il apprend que des amis sont morts. D'autres sont encore portés disparus. Et il se sent coupable d'être vivant, comme si la survie devait forcément se payer par une dette. Matteo, le saisonnier, ne peut plus repasser devant la rue sans revoir les silhouettes. Il continue de travailler, parce que la vie ne s'arrête pas, mais il comprend que quelque chose en lui s'est fendu. Il pensait connaître les nuits difficiles, il ne connaissait pas celle-là. Et puis il y a ce moment, quelques jours après, où la station se rassemble. Une église, ou une salle commune, peu importe. Un lieu où l'on se tient côte à côte parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Il n'y a pas de mots assez grands, il n'y a pas de discours qui répare. Il y a juste la présence, le silence. Et cette certitude. Tout le monde a perdu quelque chose, même ceux qui n'ont perdu personne, parce que certains drames ne laissent pas de spectateurs. Ils ne laissent que des survivants, à des degrés différents. La suite sera longue, pour identifier, pour soigner, pour comprendre, pour reconstruire, pour traduire l'horreur en procédures, en normes, en décisions qui empêcheront peut-être un autre plafond de s'embraser trop vite. Mais au cœur de cette histoire, il reste une image que personne n'attendait, celle d'un garçon de 13 ans, qui n'était pas censé être là, qui n'avait aucune obligation, aucun uniforme, aucune formation, et qui a pourtant fait le geste le plus adulte de tous. Il n'a pas parlé de gloire, il n'a pas cherché à être vu, il a simplement dit, en substance, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et c'est peut-être ça, la fracture la plus troublante de cette nuit. Dans un monde où l'on accuse souvent la jeunesse d'être distraite, inconséquente, déconnectée, ce sont des jeunes qui ont ouvert des fenêtres, ce sont des jeunes qui ont tiré d'autres jeunes hors de la fumée, ce sont des jeunes qui ont tenu debout pendant que tout s'effondrait.
La neige retombe sur Valmorel comme elle retombe sur toutes les stations, doucement, indifférente. La vie reprendra, parce qu'elle reprend toujours. Mais ceux qui étaient là n'entendront plus jamais le nouvel an comme avant. Ils sauront que la fête peut basculer sans prévenir, que la sécurité n'est pas une formalité, et que parfois, au milieu du chaos, une main tendue suffit à changer un destin. Alors cette histoire se termine sans véritable fin, parce qu'elle continue dans les corps qui guérissent, dans les silences qui restent, dans les enquêtes qui tranchent, et dans les souvenirs qui reviennent au mauvais moment. Elle continue surtout dans une promesse simple, silencieuse, collective. Ne pas oublier.